Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous mensuel Planète Médecin, l'émission de la CSMF pour mieux vous informer sur les évolutions de notre métier. Une émission animée par le président en personne, le docteur Jean-Paul Ortiz. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir et merci à vous tous pour votre fidélité. Je suis heureux de vous retrouver après cette pause estivale pour notre 3e numéro de votre mensuel Planète Médecin. Alors, chaque numéro est l'occasion de faire le point sur un dossier d'actualité. Alors, êtes-vous un président satisfait de cette université d'été, dont le thème d'ailleurs était en lien avec l'émission d'aujourd'hui ? Tout à fait, cette émission a été très riche. Nous avons eu des ateliers extrêmement intéressants avec des experts de grande qualité et des séances plénières tout à fait intéressantes parce que très originales et nous en reparlerons. Enfin, nous sommes en direct, nous répondrons donc à toutes vos questions, celles que vous vous poserez grâce à la boîte de dialogue située en bas de votre écran. Et vous pouvez également réagir via les réseaux sociaux grâce au hashtag Planète Médecin. Jean-Paul, présentez-nous les invités de notre dossier d'aujourd'hui. 2 invités ce soir, le docteur Christian Espagnaud, directeur du développement de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou ANAP, qui élabore des recommandations et des outils pour moderniser la gestion et accroître la performance des établissements de santé. Le docteur Éric Perchicot, ex-président du syndicat national des spécialistes des maladies du cœur et des vaisseaux, acteur principal d'un regroupement de cardiologues dans le Vaucluse. Alors maintenant que les présentations sont faites, abordons notre dossier médecins libéraux à la conquête des territoires. On va commencer par définir les besoins. Jean-Paul, quels sont ces besoins exactement ? Il faut partir de plusieurs constats liés les uns aux autres. En premier lieu, l'évolution de la démographie médicale. Les médecins sont mal répartis dans les territoires, ils sont concentrés dans des zones où l'on trouve qualité de vie et environnement professionnel riche. Toutefois, la situation est complexe, les hypercentres-villes sont délaissés en raison des difficultés d'installation. Le ressenti de la population dans certaines zones est celui de déserts médicaux avec peu de médecins ou avec des délais de rendez-vous qui sont trop importants. Ensuite, l'évolution de notre métier. Aujourd'hui, en profonde mutation, le médecin n'est plus le personnage balsacien, notable du bourg, exerçant seul. Il préfère aujourd'hui exercer dans une structure regroupée avec plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé. Ces évolutions conduisent à de nouveaux enjeux territoriaux pour la médecine générale, mais également territoriaux pour la médecine spécialisée. Alors, c'était d'ailleurs votre thématique de vos universités d'été, médecins et territoires ou la théorie de l'évolution. Alors, pourquoi vous avez choisi ce titre un brin provocateur et pourquoi c'est si important de se mobiliser ? La référence darwinienne peut surprendre, elle n'est bien sûr pas innocente. Tout le monde connaît les fondements de la théorie de l'évolution. À moins d'apprendre à s'adapter aux mutations de son environnement, une espèce animale prend le risque de disparaître un jour. Cela peut s'appliquer aux médecins libéraux qui sont depuis une décennie face à une série d'obstacles qui entravent leur exercice professionnel. Dérives bureaucratiques, pression consumériste de la population, hégémonisme de l'hôpital public, dictature de l'économie marchande. La seule valeur qui ne bouge pas, le médecin reste le partenaire de confiance pour le patient. C'est pour préserver cette relation fondamentale que nous devons nous interroger. C'est pourquoi nous avons voulu, lors de notre 23e université d'été de la CSMF, comprendre comment, à l'échelon d'un territoire, répondre aux attentes des Français. La CSMF souhaite impulser une révolution de l'organisation territoriale de la santé. Les médecins doivent en être les pilotes. La médecine libérale doit rapidement relever ce défi majeur au risque de ne plus être en phase avec les attentes et les besoins de la société. Alors justement, pour que moi et les téléspectateurs puissent bien comprendre, est-ce que le risque, c'est de ne plus être concertés, alors que les médecins libéraux, on le sait, sont vraiment ceux qui connaissent le mieux les besoins de leur bassin de vie et de la population qu'ils voient tous les jours? Bien sûr, parce qu'on voit des expériences malheureuses de construction de maisons de santé pluriprofessionnelles qui restent vides, parce que décidées par les élus locaux, par le maire, sans concertation avec les médecins concernés.
Les fondations de toutes les MSP ou regroupements professionnels sous toutes leurs formes doivent reposer d'abord sur un projet médical partagé par les médecins concernés. Alors justement, pour illustrer vos propos, je vous propose de regarder un premier reportage et de réagir par la suite et de commenter ce reportage. Nous partons dans le Nord, à Maubeuge, à la rencontre du docteur Pierre-Marie Coquet, médecin généraliste, qui est à pied d'œuvre avec les autres médecins libéraux de l'agglomération pour répondre à la demande en soins. Il bataille depuis plusieurs mois contre la volonté de l'hôpital de Maubeuge de proposer des consultations de médecine générale en dehors de ses murs, dans un cabinet d'une ville voisine, Louvreuil. Dans les communautés de communes du Val-de-Sambre et du Bavésie, l'offre de soins est problématique. Situé à 80 km d'une grande ville et de son CHU, le docteur Pierre-Marie Coquet et ses confrères se sont organisés pour répondre aux besoins de la population et faire face à la pénurie de médecins. Nous et nos confrères, nous étions très organisés. D'une part, nous sommes organisés en CISA, en Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la plus grosse CISA des Hauts-de-France à ce jour. Et nous avons organisé sur le territoire la permanence de soins ambulatoires avec des secteurs élargis, la maison médicale de garde au centre, dans les couloirs du service des urgences de l'hôpital de Maubeuge, du centre hospitalier. Nous avons aussi organisé les ateliers d'éducation thérapeutique et puis créé cette MSP après avoir créé ces équipes de soins primaires et cette équipe de soins primaires en particulier pour ce qui nous concerne nous, avec ici dans la MSP 5 médecins, 10 infirmières, un podologue. Depuis, nous nous sommes à nouveau organisés pour pouvoir créer une prestation de demande de soins non programmée avec un numéro de téléphone unique qui donne par l'intermédiaire d'un répondeur les médecins volontaires pour pouvoir recevoir des patients qui seraient en difficulté ne trouvant pas leur médecin ou parce qu'il est absent ou parce qu'il est en vacances ou parce qu'il ne peut pas les recevoir. Et il y a par jour à peu près une vingtaine de médecins qui ont demandé et ont bien voulu être sur ce répondeur et qui peuvent prendre des patients en charge. Récemment, et malgré cette mobilisation des médecins libéraux, la commune de Louvral a souhaité la mise en place de consultations de médecine générale par des médecins salariés de l'hôpital. De fait, avant la publication dans la presse locale de cette idée, il n'y a pas eu de concertation avec les médecins libéraux, entre l'hôpital et nous, moi étant le représentant syndical local. Il n'y a pas de concertation non plus entre la ville de Louvral et nous, moi étant le représentant aussi local. L'impact de ce genre de projet sur l'organisation et la mise en place de tout ce qu'on a créé serait évidemment qu'on a créé de la maîtrise de stage, on a formé les médecins, on a demandé aux médecins de se former à accueillir des internes, des nouveaux médecins. On travaille en relation avec le Conseil de l'Ordre des médecins du Nord à pouvoir créer une dynamique avec des médecins remplaçants, avec des médecins assistants, de façon à ce qu'ils viennent nous aider. Il est évident que s'il y avait concurrence dans l'exercice libéral de la médecine générale dans un cabinet de ville par des médecins salariés, bon, ça reviendrait à l'organisation d'un dispensaire de santé, ça changerait radicalement la donne et l'offre que nous pouvons offrir aux jeunes médecins. Donc est-ce qu'un médecin va venir s'installer dans une zone où face à lui il aura des médecins salariés, donc avec des horaires différents, avec des charges différentes, avec des congés différents, avec une formation différente? Est-ce qu'un médecin jeune va venir s'installer dans cette zone? Pour le moment, la structure souhaitée par la mairie n'a pas encore été créée. La dynamique de concertation entre les acteurs privés-publics est nécessaire et doit être relancée. Alors, suite à ce reportage, peut-être une première question. Est-ce que c'est un cas isolé? C'est une question que je pose à vous trois. Est-ce que cette problématique est un cas isolé? Je ne sais pas si c'est un cas isolé. En revanche, ce que je sais clairement, c'est que le titre à la conquête des territoires, apparemment, c'est l'hôpital public qui veut partir à la conquête des territoires. J'aurais préféré comme titre à la gestion des territoires par les libéraux, car je le dis souvent, dans les maladies chroniques, quelle que soit la gravité du patient, il passe plus de temps chez lui qu'à l'hôpital. Et que donc, la gestion quotidienne de la pathologie chronique coordonnée doit se faire autour des professionnels de santé libéraux. Dans le cas d'espèce que nous venons d'évoquer, ce qui est choquant, c'est qu'il n'y ait eu aucune concertation entre l'hôpital public, la municipalité et les libéraux de terrain. Alors, on ne peut pas d'un côté avoir une ministre qui prône une coordination, mais il est difficile de faire la coordination sans avoir de la discussion claire et franche entre les acteurs.
Je crois que les points qu'a soulignés le président Ortiz tout à l'heure sont fondamentaux. Le problème de la France n'est pas un problème de démographie des foyers de santé, il faut le dire. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France qu'en 2017. C'est un problème de répartition géographique. Il faut être clair. Quand on joue aux échecs, parfois il faut savoir, et ça étonne souvent les spectateurs, sacrifier une pièce et même maîtresse pour essayer de gagner la partie. Eh bien, il va falloir que les médecins libéraux réfléchissent à l'organisation territoriale. Est-ce que ça doit passer par la coercition? On nous dit, ça ne marche pas. On ne l'a jamais essayé. Mais moi, je répondrai simplement, est-ce que la liberté d'installation, ça a marché? Donc je crois qu'il faut courageusement se mettre autour de la table pour les financeurs, les hôpitaux, qui ont un rôle important à jouer, et les prestataires libéraux, organiser le territoire de façon logique et coordonnée avec une gradation de la prise en charge. Docteur Espagno? Oui, heureusement, cette expérience n'est pas la seule. Il y en a un certain nombre, encore trop peu nombreuses, mais on voit bien, et sur ce chapitre, l'agence dans laquelle je travaille est un bon poste d'observation. On voit bien que les médecins libéraux ont pris conscience de la nécessité, effectivement, comme ça a été dit par le docteur Perchico ou par le président Ortiz, de s'organiser et de se coordonner. Parce que la nature a horreur du vide, et s'ils ne le font pas, c'est effectivement les structures hospitalières qui le feront à leur place. Pourquoi elles le feront? D'une part parce que ça correspond à un besoin de la population, les choses évoluent, la population vieillit, les polypathologies sont de plus en plus nombreuses, et ces polypathologies nécessitent une prise en charge coordonnée, non seulement des médecins généralistes de soins primaires, mais également d'un certain nombre de spécialistes libéraux. D'ailleurs, à ce propos, Christian Espagno, pour vous, quels sont les acteurs de l'organisation de le territoire? Parce que Éric Perchico a parlé de l'hôpital. On voit bien qu'il y a la médecine de ville qui cherche un peu sa place, probablement parce qu'elle n'est pas encore bien structurée. Et pour répondre à Éric Perchico, plutôt que de la liberté d'installation, moi je préfère la notion de responsabilité territoriale que nous devons collectivement prendre, ce qui correspond effectivement à une offre de soins de proximité. Quels sont les acteurs principaux qui doivent organiser le territoire en matière de santé? Alors, on peut dire de façon un petit peu peut-être schématique qu'il y a trois grands mondes dans l'offre de soins. Il y a le monde hospitalier, sanitaire, les hôpitaux publics et privés. Il y a le monde libéral avec d'une part les médecins de ville, généralistes ou spécialistes, mais également les médecins libéraux qui exercent dans les établissements privés. Et puis il y a un monde dont on ne parle pas encore assez, mais qui est fondamental, qui est le monde médico-social. Parce qu'on ne peut pas concevoir une prise en charge globale sur le territoire sans inclure le monde médico-social. Alors qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'à présent, et encore maintenant assez souvent, ces trois mondes vivaient de façon cloisonnée. Chacun dans leur domaine, et finalement les relations entre ces structures étaient peu organisées et trop faibles. Actuellement, enfin, les systèmes d'information et la formidable révolution que représentent ces systèmes d'information gagnent le monde de la santé. Petite parenthèse, gagnent tardivement par rapport à d'autres domaines économiques. Et ces systèmes d'information permettent, parce qu'ils sont parfaitement au point, une coordination. Une coordination par le biais de plateformes, c'est ce qu'on a appelé l'ubérisation de la médecine, par le biais de plateformes qui vont permettre justement d'être de formidables moyens de coordination. Tout l'enjeu, c'est de savoir qui va piloter ces plateformes, qui sont demandées par nos concitoyens et par nos patients. Justement, on va en discuter, je pense, un peu dans la deuxième partie. Maintenant qu'on a fait un peu le constat de voir qui sont les acteurs, quelles sont les problématiques et qu'est-ce qu'on risque avec cet exemple-là, et le parallèle d'ailleurs avec la théorie de Darwin, quels sont les outils à disposition des médecins libéraux pour s'organiser et s'approprier l'organisation des soins territoriales et pas justement être relégués ou être sur trois groupes complètement différents? Alors, un instant, nous partons d'abord direction la région centre
à Loches, en Indre-et-Loire, où nous avons rencontré le docteur Jean-Pierre Peigné, médecin généraliste et président de la communauté professionnelle territoriale de santé, ou CPTS, du sud lochois. Et le docteur Jean-Pierre Peigné va donc nous expliquer son expérience. En mars dernier, lors de la parution des nouveaux textes de la loi santé de 2016, le pôle de santé sud-lochois a tout naturellement saisi cette opportunité pour créer la première CPTS de la région centre. Objectif, faciliter l'organisation des soins et l'attractivité du territoire. Notre CPTS représente un territoire étendu de 2000 km² pour 60 000 habitants, donc une démographie populationnelle faible. Une démographie professionnelle relativement faible aussi, 240 professionnels de santé, médecins, infirmières, kinés, orthophonistes. Mais au fond, la coordination de l'ensemble de ces professionnels de santé, grâce à la CPTS, permet d'avoir un territoire attractif. Dans cette CPTS, nous sommes battus pour avoir des structures déjà organisées. 8 maisons pluridisciplinaires. D'autres ESP qui vont se constituer bientôt. Tout cela rend le territoire attractif. Les jeunes veulent s'installer là où c'est organisé. C'est une manière efficace de lutter contre les problèmes démographiques. Le territoire sud-lochois comporte également 2 hôpitaux, dont la CPTS est désormais partenaire dans le cadre d'un GHT. L'organisation des médecins libéraux leur a permis de gagner en considération face aux autres acteurs. Et pour le docteur Peigné, c'est un des nombreux bénéfices de cette organisation. Et au fond, s'il n'y avait pas cette CPTS, nous ne pourrions pas être interlocuteurs de ces structures. Et nous le sommes. Et nous sommes écoutés. Nous sommes force de proposition en même temps que force organisationnelle. Les bénéfices de la CPTS pour les professionnels de santé, c'est que maintenant ils se rencontrent régulièrement, ils savent qu'ils ne sont plus isolés, ils savent qu'ils peuvent être aidés, ils savent que finalement nous sommes devenus force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. Pour les patients, bien sûr, le fait qu'il y ait une meilleure fluidité, qu'il y ait des échanges ville-hôpital, c'est pour le bénéfice de tous. Exemple, on a mis en place la rétinographie pour le dépistage. Nous avons une commission ville-hôpital qui permet d'améliorer les relations entre chaque profession, que ce soit les psychiatres, que ce soit les urgentistes, que ce soit les services actifs. Que ce soit pour, au fond, mieux coordonner la chirurgie ambulatoire. C'est indispensable d'avoir des relations proches. Et au final, c'est au bénéfice des patients qui s'y retrouvent parce que leur parcours est maintenant mieux organisé, mieux coordonné. Le virage ambulatoire ne pourra donc être réussi que si les CPTS et ce genre de structures sont créés et encouragés. Leur potentiel de fluidification et de coordination du parcours de santé, en particulier des patients les plus fragiles, en font un outil indispensable. Alors, avant de discuter des différents outils à disposition, Jean-Paul, avez-vous une réaction sur ce reportage ? Ce reportage est très intéressant parce qu'il aborde l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui à disposition pour nous tous, pour nous les médecins, avec essentiellement pour les médecins généralistes les regroupements dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais je rappelle que des médecins spécialistes peuvent y aller, mais aussi avec ces fameuses CPTS qui vont permettre de coordonner l'ensemble de l'offre de la médecine libérale, médecins généralistes, médecins spécialistes, les autres professionnels de santé, Yann, ne les oublions pas, et de s'organiser à l'échelon des territoires. Et cet exemple du Sud-Lochois nous a semblé particulièrement intéressant parce que c'est du vécu du terrain, ce sont des acteurs qui se sont impliqués pour réaliser ces regroupements et gérer les territoires en matière de santé. Alors je crois, Éric Perchicot, que vous avez une expérience de ce type-là qui est intéressante parce qu'en plus elle est bien articulée avec l'hôpital public. Oui, nous avons une expérience déjà ancienne puisque le regroupement de tous les cardiologues libéraux du Sud-Vaucluse remonte à bientôt 20 ans, à une époque où toutes les structures qui ont été évoquées là n'existaient pas.
Ce n'est pas grave, parce que les outils ne sont que des outils. S'il n'y a pas la volonté des individus de travailler ensemble, vous pourrez leur fournir tous les outils que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Le message, c'est professionnels libéraux, parlez-vous, organisez-vous. Les outils existent, utilisez, mais d'abord, il y a une volonté de faire. Ça fait 20 ans que les cardiologues du Sud-Vaucluse se sont regroupés, sans affinité d'amitié ou autre, simplement sur des objectifs précis d'organisation pour assurer la permanence et la continuité des soins. Nous avons pu prendre langue avec l'hôpital public de Cavaillon et l'unité cardiologique de l'hôpital de Cavaillon est gérée depuis une quinzaine d'années par des cardiologues qui sont tous des libéraux. Mais nous avons une organisation qui nous permet d'assurer la continuité des soins, la permanence des soins, les astreintes la nuit et le week-end. Il y a un numéro unique accessible à tous les médecins du territoire. S'ils ont besoin d'un cardiologue 365 jours par an, ils ont toujours le même numéro à faire. Finalement, l'hôpital et le libéral, ils sont pas concurrents, ils sont en complémentarité dans votre exemple. Non seulement on est complémentaires, mais il faut quand même penser que tout ça, c'est dans l'objectif de satisfaire la population. Or, pour un patient qui a une maladie chronique, quand il sait que le médecin qu'il voit habituellement quand il va bien sera aussi celui qu'il verra quand il ne va pas bien et qu'il est hospitalisé, il faut tenir compte du côté humain de notre métier, c'est un plus incontestable. Alors, quelle est la position des jeunes cardiologues par rapport à votre exemple? Parce que on peut s'interroger, est-ce que ça ne dépend pas d'un acteur principal qui a été le moteur, qui a été celui qui a fait que des individus qui sont dans leur cabinet, qui ont tendance à être un peu isolés parce que repliés sur eux-mêmes, à un moment donné se sont parlé? Est-ce que ça ne tient pas à un individu? Et est-ce que finalement cette structuration peut se pérenniser dans le temps, en particulier avec les jeunes générations? Moi, je crois beaucoup à l'enchaînement par le plaisir. C'est-à-dire que l'organisation que nous avons mise en place propose aux jeunes 8 semaines d'absence dans l'année. En cas de maladie ou d'opération, 3 mois de rémunération fixe garantie pendant toutes les disponibilités. Une souplesse dans l'organisation. Notre dernière associée est une maman jeune. Eh bien, elle ne travaille pas le mercredi, elle ne fait pas les astreintes. Donc, nous offrons des conditions de travail que les jeunes souhaitent. C'est-à-dire que nous mixons rémunération fixe mensuelle et prime en fin d'année à l'activité. Je crois que les jeunes cardiologues, ça peut paraître surprenant, sont des médecins comme les autres et je crois qu'ils veulent surtout travailler de façon organisée pour pouvoir faire de façon complémentaire vie professionnelle et vie personnelle. Alors justement, il y a eu une grande consultation l'année dernière des médecins par le Conseil national de l'Ordre des médecins. J'aimerais vous donner deux, trois chiffres et vous faire réagir, Jean-Paul. Alors je vais avoir besoin de mes chiffres, de mes fiches pour aider un peu. 37% des médecins se disent satisfaits de l'adaptation de l'offre de soins aujourd'hui aux besoins. Seulement 84% des médecins pensent qu'il... Pas seulement, c'est 84% des médecins pensent qu'il est important pour l'avenir de développer la coopération. Donc on en discutait avec vous justement de la coopération entre les différents médecins, les différentes professions. Et 73% disent vouloir favoriser l'exercice regroupé. Est-ce que les outils, Jean-Paul, dont on a parlé, vont dans le bon sens justement pour aller dans la qualité de vie justement et la qualité d'exercice des professionnels? Les maisons de santé pluriprofessionnelles dont je parlais tout à l'heure ont certes le vent en poupe, nos politiques en parlent beaucoup. On estime qu'il y a à peu près 1000 maisons de santé pluriprofessionnelles aujourd'hui, ce qui fait que même si le président de la République s'est engagé à les doubler, nous arriverons à 2000 à l'horizon de 4-5 ans, ce qui, bon an, mal an, va représenter au mieux 20% des médecins généralistes exerçant dans ces maisons de santé pluriprofessionnelles. L'enjeu aujourd'hui, c'est la formation de ces CPTS, éventuellement le montage avec les nouveaux outils qui sont en train d'apparaître, que sont les plateformes territoriales d'appui. Est-ce que, Christian Espagnoux, vous pourriez nous expliquer en 2 mots l'articulation qu'il peut y avoir avec ces plateformes territoriales d'appui? Alors, ça m'amène à évoquer les décisions qui ont été prises à l'ANAP, qui, de tradition, et de par la loi d'ailleurs, est une structure d'appui en premier lieu pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. Mais on voit bien, et on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un tout et que les passerelles, les interfaces entre le monde libéral et le monde hospitalier ou médico-social doivent être renforcées. C'est pourquoi nous avons décidé d'appuyer 3 initiatives d'essence libérale, d'origine libérale, qui sont des initiatives créant
ces coopérations dont on vient de parler et de les appuyer parce que notre cœur de métier, c'est l'organisation et c'est pas toujours évident pour des médecins très sollicités dans leur quotidien de réfléchir à l'organisation, de mettre en place de la gestion de projet, etc. Et donc on a un savoir-faire qu'on va mettre à la disposition de ces établissements. On peut vous solliciter ? On peut nous solliciter effectivement. Et vous êtes prêt à accompagner des exemples sur le terrain ? On est prêt à accompagner des exemples sur le terrain. C'est un accompagnement gagnant-gagnant parce qu'on espère pouvoir être utile pour ces médecins qui souhaitent justement mettre en place ces coordinations. Et c'est gagnant pour nous également parce que ça nous permet d'acquérir de l'expérience, de faire ce qu'on appelle dans notre jargon de la capitalisation pour pouvoir ensuite reproduire ces expériences à un plus grand nombre. Et justement, avec votre œil d'expert et avant de parler un peu de la suite, de l'avenir, est-ce que vous pensez que cette mise en place est un succès, qu'il y a suffisamment de maisons de CPTS qui ont été mises en place aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a encore un peu de retard? Non, certainement pas. Certainement pas. On ne peut pas dire du tout actuellement que l'ensemble du territoire a un maillage avec des CPTS. C'est très souhaitable. Nous sommes au tout début de la mise en place de ces CPTS et il faut bien reconnaître que pour l'instant, c'est lié à l'engagement de tel ou tel médecin sur le terrain qui va organiser une CPTS, qui va s'impliquer et qui va essayer effectivement de regrouper l'ensemble de ses confrères et des autres acteurs professionnels qu'il peut y avoir sur le terrain. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que franchement, on est le nez dans le guidon en permanence. C'est pas notre formation, le projet, s'organiser dans les territoires. Comment vous pensez qu'on peut résoudre ces problèmes? Éric Perchicot en pratique et Christian Espagno dans l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux médecins sur le terrain qui se disent, ils sont bien gentils, mais ils me racontent des choses qui sont très complexes et moi, je n'aurai pas le temps de faire tout ça. Comment ça se passe en pratique? En pratique, c'est très difficile. Parce qu'effectivement, il faut changer totalement de modèle tout en continuant à soigner. L'exemple que je donne, c'est que nous sommes dans un avion en vol et il faut qu'on change les moteurs et tout en continuant à voler. C'est pour ça que... Ça, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais on en est là. Parce que malheureusement, la population, elle a besoin de soins et il faut qu'on passe de ce fonctionnement en silo à un fonctionnement organisé. Et c'est vrai qu'un médecin qui est au départ libéral, individualiste, doit s'impliquer dans une organisation. Et ce n'est pas facile tous les jours de prendre le temps pour faire des réunions, mais ça avance. Hier soir, nous avions une réunion du GHS de Vaucluse où il y a tous les hôpitaux et les cardiologues libéraux pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque de façon coordonnée. Monsieur Espagno y a fait allusion tout à l'heure, le numérique va nous obliger à changer. Nous obliger à changer. Demain, c'est le patient qui aura ses données à disposition. Soit les médecins se sont organisés pour répondre à leurs questions, soit d'autres acteurs s'empareront de ce dossier. Donc, soit la population trouve sur place la réponse à ces questions, soit effectivement c'est d'autres acteurs qui le feront. Et moi je crois beaucoup à l'organisation territoriale, mais c'est effectivement un sacré challenge. Je crois que d'ailleurs sur ces thématiques-là, tous les médecins qui nous écoutent peuvent solliciter, doivent solliciter leur syndicat CSMF et l'URPS de leur région qui va pouvoir les accompagner, leur expliquer un petit peu comment on peut structurer tout ça. Et éventuellement, l'ANAP, Christian Espagno, est-ce que l'ANAP peut apporter cette aide pour que ces projets avancent? Parce que malheureusement, ce n'est ni notre métier et nous n'en avons pas le temps. Et c'est un enjeu majeur si on veut répondre à l'organisation territoriale face aux hôpitaux. Absolument, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Et donc, il faut que les médecins libéraux s'emparent de ces outils, de ces organisations, encore une fois, pour ne pas laisser le champ libre à d'autres structures. Alors, outre ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire la conduite d'un projet, on peut aider les médecins à bien déterminer leur séquence, parce qu'il ne suffit pas de dire on veut créer une CPTS, il faut suivre un certain nombre, avoir une méthode, suivre un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est d'avoir un projet.
C'est de savoir ce que l'on veut faire, qui doit participer. Éric Perchicot l'a très bien expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de bonne coopération, coordination, s'il n'y a pas un projet structuré, un projet auquel l'ensemble des parties prenantes adhèrent parfaitement, bien compris par tout le monde. La deuxième étape, c'est de se donner les moyens, et en particulier les moyens au niveau des systèmes d'information. Il y a un certain nombre d'éléments qui se mettent en place. Il y a des structures assez mystérieuses pour les médecins, la TIH, la ZIP, etc. C'est une jungle, un monde dans lequel un médecin ne peut pas se retrouver. Nous, c'est notre métier. Ce sont des personnes que l'on connaît, que l'on rencontre tous les jours. Et on peut donc créer les contacts nécessaires. Par exemple, il faut absolument que ces plateformes aillent puiser dans les logiciels métiers des médecins un certain nombre de données qui permettront d'éviter qu'il y ait des redondances dans les informations que doivent donner les médecins parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, et enfin, pour en terminer, parce que c'est important, on connaît bien les acteurs des ARS, puisqu'on travaille tous les jours avec eux. C'est très important également de faire l'interface entre ces médecins et les ARS. Et l'ancien praticien que je suis, puisque j'ai exercé la chirurgie pendant 39 ans, donc je crois que je comprends les questionnements et les difficultés de mes collègues, mais aussi j'ai pu ces dernières années travailler beaucoup avec les ARS, et donc il me semble que ces ressources médicales dans des agences comme celle dans laquelle je travaille permettent justement d'assurer cette fluidité et ce lien entre ces mondes qui ne se comprennent pas toujours. Je rajouterai à ce que vient de dire Christian Espagno que la CSMF se bat aujourd'hui, parce que l'argent est le nerf de la guerre, pour que ces nouvelles organisations, ces CPTS, puissent bénéficier d'un financement, et d'un financement qui sera peut-être dans une première phase un financement expérimental, mais qui doit devenir pérenne, de façon à ce que le temps médical auquel nous passons pour ces organisations territoriales dont on parlait tout à l'heure soit rémunéré à sa juste valeur et que nous puissions nous structurer dans les territoires, relever ce défi de l'organisation territoriale en médecine de proximité face à l'organisation des groupements hospitaliers de territoire portés par l'hôpital public. Sinon, effectivement, malheureusement, la théorie de Darwin va s'appliquer. Alors justement, avant de conclure, j'aimerais vous demander en une phrase chacun, si on veut tenir un peu les timings, vous demandez, est-ce que vous avez un conseil en une phrase pour bien monter, bien mettre en place ces structures-là? Donc ça peut être suivre les 2 étapes, par exemple. Est-ce que vous avez un conseil chacun? Moi, j'ai un conseil très simple qui rejoint Jean Gabin. Il faut d'abord un bon projet partagé. En second lieu, un bon projet partagé par tous les acteurs. Et en troisième lieu, un bon projet partagé pour tous les acteurs. L'organisation, après, elle se mettra en place. Je crois qu'il faut avoir la volonté de faire parce qu'on a conscience que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la société le demande, les patients le demandent, et parce que l'évolution de l'organisation implique que, effectivement, les médecins, pour éviter l'évolution darwinienne dont parlait le président Ortiz, que les médecins continuent à avoir toute leur place. Et pour ça, ils ont un atout essentiel, c'est qu'ils sont l'interlocuteur privilégié, celui en qui le patient a le plus confiance. Et ça, c'est un atout essentiel qu'on ne peut pas leur enlever. Donc, c'était un peu la conclusion de cette partie-là. On vous rappelle que les universités d'été de la CSMF ont abordé justement cette thématique et que les comptes rendus font l'objet d'un numéro spécial de Médecins de France, le journal de la CSMF, et qu'il sera disponible dès le 30 septembre. Il est à l'imprimerie. Je voudrais juste qu'on a eu des questions de téléspectateurs. Alors, on n'a plus trop le temps, mais au moins deux questions. J'ai une question d'une médecin de 67 ans qui se dit « Si je signe un contrat avec un jeune, quels sont éventuellement mes droits en zone sous-médicalisée ?» Alors effectivement, actuellement, il y a des zones qui sont déterminées par l'Agence régionale de santé, qui sont des zones dites fragiles, sur lesquelles il y a une série d'aides, des aides conventionnelles,
des accompagnements dans le cadre d'une poursuite d'activité, puisque notre téléspectatrice arrive à un âge de la retraite où elle peut bénéficier d'aides conventionnelles dans le cadre de ce qu'on a appelé le compagnonnage. C'est-à-dire qu'un jeune arrive et il y a effectivement des aides qui permettent à ce médecin de bénéficier d'accompagnement. Et le jeune médecin aussi pourra bénéficier d'un accompagnement parce qu'il va s'installer dans une zone sous-dense, au-delà de ce qui est plus réglementaire dans les zones rurales que l'on veut soutenir ou dans les zones franches. Ça, c'est le côté fiscal. Mais au niveau conventionnel, il y a des aides pour favoriser l'installation. Et une dernière question d'un téléspectateur, un peu une crainte plutôt, c'est ces solutions ne sont-elles pas un risque de surcharge supplémentaire administrative par rapport à ce qu'ils ont déjà au quotidien ? C'est effectivement l'angoisse de tout médecin quand on parle de ces projets avec nos confrères, parce que l'organisation territoriale, c'est un monde que l'on n'appréhende pas toujours très bien, qu'on connaît mal, et on a peur d'y passer beaucoup de temps. Aujourd'hui, il est important d'abord de se parler entre médecins à l'échelon d'un territoire pour voir ce qu'on peut commencer à organiser ensemble, ce qu'on peut commencer à partager ensemble. Et les exemples sont divers et variés. Ça peut être, comme le disait tout à l'heure Éric Perchicot, une organisation de continuité des soins, de permanence des soins. Ça peut être organiser les territoires pour attirer des jeunes générations. Ça peut être des thématiques de santé publique qui font qu'à un moment donné, les acteurs se parlent, se rencontrent et portent ensemble un projet. Et c'est ça qui est important. Et à partir de là, effectivement, pour peu qu'il y ait un ou deux médecins très impliqués, le coup est parti et les accompagnements se feront progressivement, d'autant que nous espérons avoir ces financements dans un avenir relativement rapide, puisqu'il devrait y avoir un fonds d'innovation organisationnelle dans le prochain budget de la Sécurité sociale, mais nous aurons l'occasion d'en reparler et suivez attentivement l'actualité que la CSMF diffuse sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors justement, suite à cette très bonne nouvelle de financement qui arrive, nous arrivons à la... Nous l'espérons, je n'ai pas dit qu'elle arrivait, nous allons nous battre qui pour... pourrait arriver. Nous arrivons à la conclusion donc, justement de cette émission, et Jean-Paul, cette conclusion vous appartient. Je pense qu'aujourd'hui, l'organisation dans les territoires est un enjeu majeur pour les médecins libéraux, parce que l'hôpital public s'est organisé dans ces fameux GHT, et on a vu dans l'exemple tout à l'heure du premier reportage que l'hôpital public pouvait avoir une tentation un peu d'aller à l'extérieur de ces murs et d'organiser des consultations, y compris de médecine générale, ce qui est un comble, en proximité de la population. Il faut que les médecins libéraux s'organisent et les CPTS seront le pendant de ces groupements hospitaliers de territoire et ils deviendront de véritables acteurs de l'organisation territoriale, de véritables entreprises médicales libérales sur les territoires. C'est ça l'avenir de notre métier demain. Merci beaucoup pour cette conclusion. Petite indiscrétion, est-ce que vous connaissez le thème de la prochaine émission ? Oui, et ça va changer puisque l'émission précédente, nous avions invité des jeunes générations. La prochaine émission, je suis sûr qu'elle va vous intéresser parce qu'elle va être consacrée à la retraite du médecin libéral. Pourquoi je paye autant ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans la retraite ? Quelles en sont les composantes ? Quels en sont les dangers ? L'avenir ? Bref, prochaine émission, le 25 octobre, en direct, à 19h30. Alors n'oubliez pas de parler de Planète Médecin autour de vous. L'émission est disponible en replay pour les gens qui n'ont pas pu la suivre, vos collègues, vos confrères, sur les sites de la CSMF et celui de Fréquence Médicale. Nous vous disons tous bonne soirée à tout le monde. Très bon match Bayern-PSG pour les fans de foot et à très vite. À très vite et bonsoir à tous et à toutes.